Alors bonjour, donc après avoir étudié d'un point de vue général le régime transitoire d'un circuit RLC série, et notamment d'avoir vu qu'il y avait deux types de régimes différents, donc régime apériodique, ça tend vers l'asymptote sans oscillation, et le régime pseudo-périodique, donc ça tend vers les asymptotes avec des oscillations. Eh bien on va regarder le cas particulier donc du régime transitoire lorsque le circuit est peu amorti. Alors donc d'abord rappelons ce qu'on a vu. Donc dans le cas d'un régime pseudo-périodique, puisque on va s'intéresser ici à un circuit peu amorti, donc on sera forcément dans le régime pseudo-périodique. Donc on voit que lors de la charge, eh bien, la tension du condensateur tend vers E, mais en faisant des oscillations d'autant plus grandes que Q est important, et surtout des oscillations qui diminuent d'autant moins vite que Q est important. Donc plus Q va être grand, plus on va avoir d'oscillations, puisqu'elles durent plus longtemps. Alors attention, ce n'est pas le temps entre les oscillations qui est long, ce que je veux dire c'est qu'il va y avoir d'autant plus d'oscillations. Par exemple, lorsque Q égale 0,7, donc quelque chose proche de 1,5, qui est la limite, eh bien on voit qu'il y a très peu d'oscillations, que ça tend rapidement vers E. Alors que pour Q égale 20, on voit que ça coupe, hein, il y en a vraiment beaucoup, jusqu'à ce qu'on puisse considérer que ça se soit stabilisé au niveau de l'asymptote. Donc pour l'intensité, on a la même chose, hein, simplement l'asymptote, ce n'est pas une valeur, enfin une valeur positive ou négative, c'est 0. À la fin, dans le circuit RLC, eh bien, il n'y a plus de courant. Voilà. Alors, donc on va déjà voir comment on traduit le fait que le circuit est peu amorti. Alors peu amorti, on pourrait avoir envie de mettre R petit. Sauf qu'en physique, dire que quelque chose est petit, ça n'a pas de sens. Donc en fait, il faut regarder là où R intervient. Et en fait, lorsque vous reprenez la résolution qu'on a faite, eh bien, la valeur de R va être importante au moment où on cherche le signe du discriminant de l'équation caractéristique, qu'on a petit r carré plus 2 lambda r plus oméga 0 carré égale 0. Du coup, on avait le fait que le discriminant soit positif ou négatif, donc ça dépendait du lien entre lambda et oméga 0. Donc on a vu qu'on avait un régime pseudo-périodique dans le cas où lambda était plus petit que oméga 0. Et que ça se traduisait par Q plus grand que 1,5, donc le facteur de qualité plus grand que 1,5. Alors rappelons donc l'expression du facteur de qualité, c'est L oméga 0 sur R. Donc on voit bien que le facteur de qualité dépend directement de R ici. Il est inversement proportionnel à R, puisque R ne figure qu'ici, R ne figure pas dans oméga 0. Donc, si R est petit, eh bien, ah oui, pardon, je voulais aussi rappeler que lambda, c'était R sur 2R. Voilà. Donc si R est petit, ça veut dire qu'on va pouvoir considérer que lambda est petit, mais ça ne suffit pas, ça ne veut toujours rien dire que lambda est petit. On va considérer que lambda est très petit ou assez petit devant oméga 0. Donc on va considérer ici que lambda est très petit devant oméga 0. Alors on va pouvoir préciser un petit peu après ce que c'est très petit. Et du coup, si on traduit ça pour Q, eh bien, on va avoir Q qui va être assez grand devant 1,5, donc devant 1. Alors, qu'est-ce que ça implique? Alors donc déjà, si lambda est très petit devant oméga 0, eh bien, il y a une grandeur qui dépend et de lambda et de oméga 0. Donc revoyez la vidéo si vous n'en souvenez plus, mais la pulsation, la pseudo-pulsation, donc des pseudo-oscillations, eh bien c'est racine de oméga 0 carré moins lambda carré. Donc ça veut dire que si lambda est suffisamment petit devant oméga 0, eh bien lambda carré va être encore plus petit devant oméga 0 carré. Par exemple, si lambda est 100 fois plus petit que oméga 0, eh bien lambda carré sera 10 000 fois plus petit que oméga 0 carré. Donc, dans une première approximation, eh bien, on peut dire que oméga sera égal à oméga 0. Lambda carré sera négligeable devant oméga 0 carré. Alors si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut, donc là,
enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait les développements limités. Peut-être pas. Donc je vais pas aller plus loin. Mais si vous les avez déjà fait, ben, on pourrait faire un développement limité si on ne peut pas carrément dire que lambda carré est négligeable devant oméga 0 carré. Donc nous, on va se contenter de ça dans cette vidéo. Donc lorsqu'on a un circuit qui est peu amorti, eh bien à ce moment-là, la pulsation, elle est équivalente à la pulsation propre. Donc la pulsation propre qui ne dépend pas de la résistance, qui est juste 1 sur racine de LC. Donc ça veut dire que quelle que soit la résistance, si elle est suffisamment petite, eh bien la pulsation des pseudo-oscillations, eh bien ça sera égal à 1 sur racine de LC. Alors ça, on peut tout de suite le regarder. On voit clairement que pour toutes les courbes qui ont un Q qui est suffisamment grand, eh bien regardez, elles sont toutes synchrones, ou quasiment. Donc ça veut dire qu'elles ont toutes la même période. Et cette période, donc, ça va être quasiment la période propre, T0, qui est égale à 2π sur oméga 0. Donc ça, c'est vrai, on va dire, à partir de Q égale 6. Ici, on voit les trois courbes, là, on n'arrive vraiment pas trop à distinguer leurs périodes différentes. Q égale 3, on voit quand même que la période est un peu plus grande. Et puis, Q égale 1 et Q égale 0,7, là, par contre, on voit clairement que la période est plus grande. On voit bien que le premier max, ici, il est bien après les autres. Et là, pour la noire, c'est encore pire. Donc voilà, c'est bien cohérent. On voit que la période tend vers une même valeur et qui est la période propre, T0. Alors d'ailleurs, pour Q égale 20, donc j'avais écrit dans le programme, donc un petit bout de programme pour mesurer la période ici des oscillations. Et le programme me donne 6,286 millisecondes. Et quand on fait le calcul de T0, on a 6,283 millisecondes. Donc on voit que la différence entre, entre T et T0, c'est sur le troisième chiffre après la virgule. Donc on peut dire que ça, c'est assez bien vérifié. Voilà, donc oméga tend vers oméga 0 dans les circuits peu amortis, ou de manière équivalente, on peut écrire que la période, c'est à peu près la période propre. C'est-à-dire 2π racine de LC. Voilà. Alors maintenant, on va regarder la conséquence, ou les conséquences, de la petitesse de R sur les expressions des grandeurs électriques que sont tension et intensité. Alors, on a donc UC qui est égal à exponentielle moins lambda t fois A exponentielle de moins, alors je ne sais plus si c'était le plus ou le moins pour celui-là, je crois que c'était le plus, je sais plus. Donc oméga 0 carré moins lambda carré t plus b exponentielle, alors j'ai mis le i, pardon, le j de moins j racine de oméga 0 carré moins lambda carré t, et donc cette racine c'est oméga plus e. Alors, donc ici, je n'ai pas encore pris en compte les conditions initiales. Parce qu'on va voir que le fait que le régime soit peu amorti, eh bien, ça nous permet de simplifier et d'avoir des conditions initiales plus simples. Alors pour écrire l'intensité, je vais utiliser une autre écriture de UC. Donc on a dit ça c'est oméga. Voilà. Et je vais utiliser le fait que, eh bien, A exponentielle J oméga t plus B exponentielle J moins J oméga t, eh bien, c'est la même chose que D cosinus oméga t plus F sinus oméga t. Et c'est également la même chose que, je ne sais pas comment je vais l'appeler, H cosinus oméga t plus phi.
Donc dans le précédent cours, dans le régime on va dire quelconque, eh bien, on avait utilisé cette expression-là pour trouver une interprétation de cette fonction temporelle avec l'exponentielle décroissante qui bornait ici le cosinus oméga t plus phi. Et donc on avait comme ça ce régime pseudo-périodique. Donc ici, je vais plutôt utiliser cette expression-là parce que pour la dérivée, ça va être plus simple et pour ensuite l'utilisation des conditions initiales. Donc, je vais écrire que UC est égal à exponentielle moins lambda t, facteur de donc, d cos oméga t plus f sinus oméga t plus E. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est parce que l'intensité, c'est C duc sur dt, puisque c'est celle qui rentre dans le condensateur. Donc c'est C fois la dérivée de ça. Donc la dérivée de ça, je peux considérer que c'est la dérivée d'une première fonction que multiplie une deuxième fonction. Donc la dérivée de E, ça vaut 0. Donc ici j'ai une fonction petit u, une fonction petit v, donc la dérivée c'est u'v plus uv'. Alors, prenez 2-3 lignes au besoin, le résultat est le suivant. Donc je vais pouvoir mettre en facteur exponentielle moins lambda t, parce que je vais le retrouver dans et u'v et uv'. Donc facteur de moins lambda fois d cosinus oméga t plus f sinus oméga t plus oméga facteur de moins d sinus oméga t plus f cosinus oméga t. Voilà. Faites-le tranquillement, vous obtiendrez ça. Alors ça a l'air compliqué, mais en fait, on va voir qu'avec les conditions initiales, ça va être simple. Parce que donc les conditions initiales qu'on a ici pour la charge, c'est UC à t égale à 0 est égal à 0, et I à t égale à 0 est égal à 0. Donc quand je remplace t égale à 0 dans les expressions, là ça va faire, donc l'exponentielle moins lambda t, ça fait 1. Ensuite, j'ai, quand je fais t égale à 0 dans UC, mais ici sinus 0, ça vaut 0, donc ce terme-là s'en va, et il reste ici uniquement d dans la parenthèse, donc il reste d plus E. Et dans l'intensité, eh bien, tous les termes avec le sinus, quand je fais t égale à 0, ça fait 0, donc ces deux termes-là font 0. Et il reste ici, donc l'exponentielle, ça vaudra 1, et donc il va rester ici moins lambda d, et ici plus oméga f. Donc grand C, facteur de moins lambda d, plus oméga f. Voilà. Donc ça, c'est vrai, quel que soit le régime pseudo-périodique. J'aurais pu faire ça pour trouver d et f dans le cas général du régime pseudo-périodique. Mais ici, on va aller un petit peu plus loin, parce qu'on va utiliser maintenant le fait que, eh bien, donc dans le cas du circuit peu amorti, eh bien, on a déjà dit que oméga, c'était oméga 0. Donc ça veut dire qu'ici, vous avez C, facteur de moins lambda d, plus oméga 0f. Et ça, c'est la conséquence de lambda très très petit devant oméga 0. Donc ça veut dire que, sauf si d et f sont très très particuliers avec d qui serait très très grand devant f, en fait il n'y a pas vraiment de raison, eh bien on a ce terme-là, vu qu'il est proportionnel à lambda, eh bien qui va être très petit devant le second terme. Donc ça me permet de négliger ce terme-là devant le second. Donc finalement, on a c fois oméga 0 fois f qui est égal à 0. C n'est pas nul, oméga 0 n'est pas nul, donc c'est forcément f qui est égal à 0. Dans le cas du circuit peu amorti. Voilà, donc il nous reste d égale moins E. Donc quand je remplace, eh bien on obtient UC de t est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle moins lambda t, cosinus oméga t, mais oméga je le remplace par oméga 0. Voilà UC. Et I, eh bien ça va être donc C fois... Donc les deux termes avec F n'existent plus.
Ensuite, le terme avec lambda, je peux le négliger. En fait, j'aurais pu directement négliger ici, hein, le terme avec lambda. Et donc, il reste que moins d oméga sinus oméga t. Et donc d, c'est moins e. Donc, il reste c e sinus oméga t, c'est-à-dire oméga 0t. Voilà. Donc ça simplifie beaucoup les expressions de I et UC. Et notamment, on voit une chose qui est intéressante, c'est que UC et I sont, en quadrature de phase. Donc il y en a un qui est en cosinus, l'autre qui est en sinus. Donc ça veut dire que lorsque l'un a atteint son max ou son min, eh bien l'autre vaut 0, et vice-versa. Alors, on va voir l'implication dans la prochaine vidéo sur les énergies. Donc, vérifions-le. Donc, on a ici les courbes pour différents Q. Donc, on va prendre un Q suffisamment grand pour pouvoir appliquer ce qu'on vient de voir. Donc, par exemple, ici, prenons Q égale 20. Donc, on a UC qui est max, par exemple, ici. Et quand je change, eh bien, j'ai justement l'intensité qui est nulle à ce moment-là. Donc si vous comparez, si vous superposez, donc par exemple, là l'intensité est max ici, à cet instant-là, pardon, et regardez, la tension, alors c'est pas qu'elle est nulle, mais c'est qu'elle a atteint son asymptote. Donc ça veut dire que, quand j'ai cette expression-là, eh bien le cosinus est bien nul, puisque UC égale E. Donc on a bien, lorsque I est max, eh bien ce terme-là qui est nul, de sorte que UC soit égal à E. Voilà. Alors, dernière chose qu'on va voir donc, dans le cas du régime peu amorti, donc pseudo-périodique avec un circuit peu amorti. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Donc ça, c'est le graphe de T en fonction de Q. Alors pourquoi j'ai fait en fonction de Q? C'est parce qu'on a vu que Q dépendait de R. Alors comment j'ai fait pour tracer ce graphe? Eh bien, simplement, donc on part de T. T, c'est 2pi sur oméga. Oméga, c'est donc racine de oméga 0 carré moins lambda carré. Si je mets oméga 0 carré en facteur, donc ça fait oméga 0 puisque je le sors de la racine. Oméga 0 racine de 1 moins lambda carré sur oméga 0 carré. Donc je peux écrire 1 moins lambda sur oméga 0 le tout au carré. Et regardez, j'ai presque Q. Pourquoi? Parce que lambda, c'est R sur 2L. Donc, ça veut dire que ici, L sur R, donc écrivez-le, enfin je vais l'écrire aussi, donc L sur R, eh bien, c'est égal, donc L va passer là, R va passer là, donc c'est 1 sur 2 lambda. Donc du coup, alors en général, vous n'aimez pas trop ce genre de raisonnement, mais bon, je multiplie par 2 en haut et en bas. Donc j'ai 2 lambda en haut. Donc du coup, 2 lambda, c'est... attendez, donc L sur R, ici, c'est 1 sur 2 lambda. Donc Q, c'est oméga 0 sur 2 lambda. Voilà, j'ai remplacé L sur R par 1 sur 2 lambda. Donc du coup, Q, c'est oméga 0 sur 2 lambda. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, c'est parce que comme ça, j'ai 2 lambda sur oméga 0 fois 2. Donc j'en déduis que oméga, c'est oméga 0. Alors je vais vite parce que c'est une vidéo, mais vous faites pause et redémontrez-le tranquillement. Donc je mets ensemble 2 lambda sur oméga 0 parce que c'est 1 sur Q, mais il reste le 2 au dénominateur. Donc en fait, il reste 1 sur 2Q au carré. Voilà. Et donc, vous remplacez oméga ici dans t, donc ça fait t égale 2pi sur oméga 0 fois racine de 1 moins 1 sur 2q le tout au carré. Donc voilà comment on fait pour avoir t en fonction de q. Donc on voit bien que lorsque q est suffisamment grand, eh bien ce terme-là devient négligeable, et on a oméga qui tend vers oméga 0, comme on l'a déjà dit depuis tout à l'heure, et donc t qui tend vers 2pi sur oméga 0, c'est-à-dire
t0. Voilà, et donc ici j'ai tracé le graphe, et on voit bien que la période t, au début, elle est très différente de t0, donc t0 c'est ce qui est en vert ici. Et donc c'est normal, puisque donc pour des petites valeurs de q, eh bien, on n'a absolument pas t qui est à peu près égal à t0. Par contre, on voit que dès que q augmente, eh bien, t rejoint rapidement t0. Et globalement, on peut dire que pour quelques unités de q, 3, 4, 5, 6, selon la précision qu'on veut, eh bien, on a t qui tend bien vers t0. Donc c'est bien cohérent. Et donc c'est ça que je vous ai mis en conclusion, du coup, de cette étude temporelle. Alors pour finir cette étude donc, du cas particulier d'un circuit peu amorti, on va évaluer ce qu'on appelle le décrément logarithmique. Alors c'est une caractéristique qu'on aurait déjà pu évaluer dans le cas général du régime pseudo-périodique, donc dans la précédente vidéo, mais vu qu'il y avait déjà pas mal de choses, je n'ai pas voulu vous embêter avec ça. Alors l'idée est la suivante. Si on reprend, par exemple, les courbes de la tension, eh bien, donc on vient de caractériser temporellement l'oscillation. Maintenant, on aimerait également caractériser l'oscillation en termes de perte. C'est-à-dire, est-ce que l'oscillation diminue rapidement? C'est-à-dire, est-ce que si je compte le nombre d'oscillations, il y en a peu? Ou est-ce qu'au contraire, l'oscillation ne diminue quasiment pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir beaucoup d'oscillations avant d'atteindre l'asymptote de manière stable? Donc pour répondre à cette question, donc on pourrait le faire de différentes manières. On pourrait par exemple compter le nombre d'oscillations jusqu'à atteindre une différence autour de l'asymptote suffisamment faible. Donc nous on va faire autre chose, on va donc définir ce qu'on appelle le décrément logarithmique. Alors, donc l'idée c'est que je prends une vague que j'appelle par exemple la vague petit n, donc ici la deuxième pour moi, vague petit n, enfin vague oscillation petit n, et j'aimerais comparer l'amplitude de cette vague à l'amplitude de la vague n plus 1. Donc j'aimerais comparer, du coup, entre deux oscillations, quelle a été la perte. Donc je vais appeler cette quantité-là, hop, Sn. Alors, vous voyez que ce n'est pas la valeur de UC, c'est en fait la différence entre la valeur de UC et sa valeur finale, son asymptote. Alors pourquoi? Parce que ici, les oscillations se font autour de E. Donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la valeur totale de UC, mais juste l'oscillation. Donc pour avoir l'oscillation, je regarde le max, mais par rapport à la valeur moyenne. Et donc évidemment, je vais également définir ici Sn plus 1. Donc là, hop, Sn plus 1. Voilà, donc logiquement, Sn plus 1 est plus petit que Sn, puisqu'il y a une décroissance. Et donc j'aimerais caractériser cette décroissance. Donc on voit que pour q égale 20, eh bien, la décroissance est bien moindre que par exemple q égale 6, puisqu'on part de là, et on a quasiment divisé par 2 l'amplitude de l'oscillation, alors que là on a peut-être, je sais pas, enlevé 10-20%. Donc c'est ça qu'on va caractériser. Alors, donc déjà, on va essayer de voir ce que c'est que Sn. Donc Sn, c'est égal à UC max petit n, moins la valeur moyenne, qui est donc E. Or, UC, qu'on a déterminé, c'est E facteur de 1 moins, alors je vais peut-être carrément développer le E, donc c'est E moins E exponentielle moins lambda t cosinus oméga 0t. Donc le UC max, c'est lorsque le cosinus est extrémum, mais ici, lorsque le cosinus est minimum à cause du moins qui est là. Donc ce sera lorsque le cosinus vaudra moins 1. Donc UC max, eh bien ça va être égal, petit n, ça va être égal donc à E plus E exponentielle moins lambda Tn, où donc Tn, c'est un instant où, eh bien, cosinus oméga t vaut moins 1. Voilà, donc du coup Sn, eh bien c'est ce UC max moins E, donc ça va être égal à E exponentielle moins lambda Tn.
Maintenant, Sn plus 1, eh bien, ça va être égal à... Donc le plus 1, il est sur le n, hein, c'est-à-dire c'est la vague d'après. Est égal à UC max n plus 1, moins E toujours. Et donc, eh bien, le cosinus va toujours être égal à moins 1, puisque c'est un max, et c'est juste le coup d'après. Donc ça veut dire que ici, on a toujours donc E exponentielle moins lambda Tn plus 1, puisque le cosinus vaut toujours moins 1. Et donc, Tn plus 1, c'est l'instant après Tn pour lequel, à nouveau, le cosinus vaut moins 1. Donc ça veut dire que l'écart qu'il y a entre Tn plus 1 et Tn, eh bien c'est une période. Donc ça va être Tn plus la période qui ici est T0. Voilà. Donc je peux comme ça facilement exprimer la différence entre l'amplitude de l'oscillation après et avant. Alors ce que je peux faire, c'est que si j'ai envie de bosser avec des valeurs positives, je vais plutôt faire celle d'avant moins celle d'après, puisque celle d'avant est plus grande. Donc ça va faire exponentielle de moins, enfin E exponentielle moins lambda Tn, moins E exponentielle moins lambda Tn plus 1. Or, Tn plus 1, donc je peux mettre le grand E en facteur, donc c'est exponentielle de moins lambda Tn, et exponentielle Tn plus 1, ça va être égal à exponentielle moins lambda Tn fois exponentielle moins lambda T0. Donc j'ai remplacé Tn plus 1 par Tn plus T0, j'ai utilisé le fait que exponentielle A plus B est égal à exponentielle A fois exponentielle B. Voilà. Donc finalement, je peux mettre exponentielle moins lambda Tn en facteur. Donc ça fait exponentielle moins lambda Tn, facteur de 1 moins exponentielle moins lambda T0. Voilà. Alors après, ce que je peux faire, c'est je peux ramener ça à Sn. Donc je peux diviser par Sn, c'est-à-dire je vais faire une variation relative de l'amplitude des oscillations. Alors pourquoi je fais ça? Parce que, par exemple, imaginez, là c'est l'époque des soldes, vous achetez un t-shirt moins 3 euros. Et la question c'est, est-ce que vous faites une affaire? Eh bien, en connaissant la réduction, vous ne pouvez pas dire si vous faites une affaire. Parce que si votre t-shirt au départ, il est à 9 euros, eh ben, si vous l'achetez avec 3 euros de moins, vous allez faire une super affaire. Parce que vous allez avoir une réduction de 33%. Alors que si vous achetez un t-shirt d'une super marque qui coûte 120 euros au départ, ben, une réduction de 3 euros, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça que pour avoir une valeur qui a du sens, eh bien, je divise par la valeur de départ qui est Sn. Donc je fais la variation relative. Du coup, bah, ça fait ça, divisé par Sn qui est ça, eh bien j'obtiens 1 moins exponentielle moins lambda T0. Alors voilà, donc ça, c'est ce qui va nous donner à chaque oscillation, du coup, la perte relative. Donc, dire par exemple, j'ai 10% de moins à chaque oscillation. Donc moi, j'aime bien, personnellement, ce terme-là. Donc on voit qu'il ne dépend que de R, L et C via lambda et T0, mais il ne dépend pas du temps. Donc ça veut dire que pour chaque oscillation, eh bien, en relatif, il y a le même pourcentage d'amplitude qui est perdu. Alors donc, j'ai appelé quand même ces diapos décrément logarithmique, et bien c'est parce qu'on définit aussi un autre terme qui va être caractéristique de cette décroissance, donc le décrément logarithmique. Alors pour ça, eh bien, au lieu de faire la différence, eh bien, on va faire tout simplement le rapport entre l'amplitude de la vague d'avant et l'amplitude de la vague d'après. Donc on va faire Sn sur Sn plus 1. Après, le calcul est le même, hein. On a E exponentielle moins lambda Tn divisé par E exponentielle de moins lambda Tn plus 1, c'est-à-dire E exponentielle moins lambda Tn sur E exponentielle moins lambda Tn fois exponentielle moins lambda T0, clac, clac, donc il reste exponentielle lambda T0. Et du coup, on définit le décrément logarithmique comme étant le logarithme népérien
donc de ce rapport entre l'amplitude de la vague d'avant et l'amplitude de la vague d'après. Voilà, donc ça donne un petit peu la même information, mais d'une autre manière. Et donc c'est égal à lambda T0. Alors on peut remplacer, lambda est T0. Donc lambda c'est R sur 2L. T0 c'est 2pi racine de LC. Donc finalement le décrément logarithmique, dans le cas du RLC série, eh bien c'est R pi racine de C sur L. Voilà. Et donc le décrément logarithmique, je peux aussi développer le logarithme, donc c'est logarithme de Sn moins logarithme de Sn plus 1. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un décrément, c'est parce que du coup à chaque période, chaque pseudo-période, eh bien le logarithme de l'amplitude perd cette quantité-là, qui est donc ici Rpi fois racine de C sur L. Voilà, donc pour conclure, pour caractériser la décroissance, on peut soit utiliser le décrément logarithmique, soit utiliser la différence relative, comme on l'a fait au-dessus. Voilà donc pour l'étude d'un circuit oscillant peu amorti.